Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez me faire signe dans le chat si vous m'entendez bien? Nickel, super, super. Alors, je suis Valérie Bossier, directrice générale de Maïeutique France. Si en ce moment vous entendez ma voix mais ne voyez pas mon minois, c'est normal. Je ne suis pas timide, mais nous éprouvons depuis ce matin des petits ennuis techniques avec Zoom que nous n'avons pu résoudre. Mais ce n'est pas grave, puisque tout le contenu, lui, y sera. On dit que avant l'heure, ce n'est pas l'heure et après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure, alors nous démarrons. En mon nom et celui de mon collègue, mari et grand complice Patrick Baudouin, président de Maïeutique France, je vous souhaite la bienvenue à ce tout premier webinaire à destination de nos clients, prospects et partenaires sur le thème du consommateur .19. Tout d'abord, nous espérons que vous vous portez bien, malgré tout, après 8 semaines de confinement, et que la perspective du déconfinement fait naître en vous l'envie de retrouver vos confrères et consoeurs, vos salariés, vos clients. Mais se retrouver comme avant, tout le monde sait que ça ne pourra pas être possible. Après ces 8 semaines inédites, tellement de choses ont changé, à commencer par une prise de conscience que certaines réalités d'avant ne seront plus admissibles dans le monde d'après. Ce titre du consommateur .19 fait référence à l'impact de cette crise du COVID-19 sur les comportements des consommateurs et leurs attentes vis-à-vis des entreprises et des marques. Chez Maïeutique, ça fait 2 décennies qu'on étudie l'évolution de cette relation consommateur-entreprise, ce qui nous permet d'appliquer les apprentissages du long terme sur les événements du court terme et éclairer ainsi certains comportements qui paraissent incongrus si on les regarde que sur le court terme. Aujourd'hui, durant 1 heure, nous partagerons avec vous une mise en perspective de ce qui nous arrive. En première partie, à travers les leçons apprises des 11 dernières crises survenues depuis 90 ans. Et oui, on oublie toujours qu'il y en a eu d'autres avant. Et puis, la deuxième partie sera axée sur la période actuelle avec une mise en lumière des changements de perception, de comportement et d'usage qui nous permettront de voir l'émergence des nouveaux courants de fond. Il y aura une période de questions à la fin de chacune des 2 parties. Voilà, je pense que l'essentiel est dit, mais il me reste à voir avec vous les petites règles, les règles du jeu. Donc, tout au long du webinaire, le chat restera ouvert et je prendrai note des différentes questions et commentaires. Afin de respecter le temps, je soumettrai les questions et commentaires à Patrick à la fin de chacune des 2 parties du webinaire. Et le dernier point concerne votre indulgence, parce que si Patrick a co-animé les webinaires auparavant, moi, c'est ma première fois. Alors, je vous promets de faire de mon mieux. On va démarrer. À toi, Patrick. Merci Valérie. Bonjour à tout le monde et à toutes et à tous. On a un petit peu les 4 coins de la planète réunis autour de ce sujet cet après-midi. Écoutez, la première partie que je vais partager avec vous cet après-midi, c'est une relecture en fait qui a commencé il y a à peu près 11 ans, à l'époque que j'habitais au Canada, et on m'avait demandé de réfléchir avec l'agence de com où je travaillais aux leçons de la crise de 2008. Et quand le Covid est arrivé, j'ai repris le matériel et j'ai un peu refossoyé tout ça. Et ce que je propose dans ce premier chapitre, c'est de revisiter un petit peu qu'est-ce qu'on a appris des crises précédentes, et on va voir ce qu'on peut déjà peut-être un petit peu anticiper sur les crises d'aujourd'hui. Alors, première leçon importante, c'est que les crises ne durent pas. On a l'impression qu'elles vont très longtemps s'étendre, s'éterniser. En fait, elles ne durent en moyenne que 11 mois. Les récessions ne durent pas non plus de la même durée, mais en fait, c'est plus court qu'on ne le pense. La perception est plus longue. La deuxième leçon que j'ai, la deuxième leçon, c'est qu'en fait, les consommateurs suivent une vague dépendant de leur tension, dépendant de leur inquiétude. Et en fait, cette vague connaît 3 temps. La première, c'est ce que j'appelle la vague de prise de conscience, qui donne souvent d'ailleurs lieu à une consommation assez paniquée. On l'a très très bien vu avec la ruée sur le papier de toilette, sur les pâtes, etc., etc. Et puis aussi sur des produits de première nécessité, mais des produits secs, par exemple. Beaucoup moins de produits, je dirais,
de longue conservation, comme le fromage, par exemple, à la coupe, ça se conserve bien, mais le fromage artisanal, beaucoup moins. Donc, il y a eu cette ruée-là, et puis, vous voyez, avec les chiffres, même s'ils sont un petit peu petits, la grande distribution a connu un plus 57%, les banques et assurances, plus 45%. Par contre, le tourisme, on s'en doutait, moins 42%. Donc, ça, c'est la première vague. La deuxième partie de la vague, et ça, on le voit à chaque crise, c'est ce qu'on appelle la partie d'anxiété. Les gens ne savent pas trop où ça s'en va, ils ne savent pas trop la durée, ils ne savent pas trop non plus l'intensité de l'inquiétude et de l'angoisse, et ça désorganise la consommation. Alors, on a pour le moment, les premiers chiffres qu'on a, ben, c'est la ruée sur le bricolage, sur la papeterie, sur les jeux vidéo, les instruments de musique, les jouets. En fait, tout ce qui est résultat un peu du confinement, on essaie de s'occuper chez soi. Mais c'est sûr que ce sont des produits de consommation qui, normalement, je veux dire, ne connaissent pas des explosions de consommation aussi importantes. Et puis arrive la troisième. Alors, est-ce qu'on y est aujourd'hui à l'heure du déconfinement? Pas nécessairement, parce qu'on parle ici de queue de crise. Et queue de crise, je pense que, comme beaucoup de spécialistes le disent aujourd'hui, que la queue de crise, ben, ce sera en fait avec l'arrivée sans doute des médicaments et du vaccin. Donc, on est loin d'y arriver. Cependant, il y a quand même des choses déjà qui sont intéressantes et qui sont sorties dans cette, je dirais, dans cette hypothèse de sortie du confinement. C'est certaines décisions sont déjà prises. Il y a des gens qui disent au niveau du local, de la consommation locale, qui disent qu'ils sont prêts à payer plus cher pour être sûr que les produits sont de qualité ou pas loin de chez eux, etc. Donc, la consommation se reformate. Donc, ce qu'on va explorer ensemble cet après-midi, ben, c'est voir quelques hypothèses d'ailleurs de cette partie-là. La troisième leçon, c'est que les crises n'empêchent pas les innovations et même leur profitent. On a souvent tendance à penser que les crises arrêtent tout. Mais regardez, j'ai quelques exemples pour vous. Ben, ça, c'était la crise des années 70, c'était le choc pétrolier. Là, ça a permis à McDo de se lancer avec le Egg Muffin, qui fut un succès phénoménal. Il y a eu le lancement d'American Airlines, compagnie aérienne qui existe toujours, et puis aussi le lancement de Microsoft. Donc, on voit qu'une crise peut cacher quelque part, si je puis dire, d'autres succès. Et quand on regarde la crise des années 80, ben, c'est l'explosion de CNN, la chaîne MTV qui va montrer la voie à toute l'histoire des chaînes musicales en télévision. C'est Logitech, mais c'est aussi les consoles de jeux. Et si on va un petit peu plus récemment, eh bien, on a la crise des années 80, où on voit l'explosion de l'utilisation des rasoirs un peu sophistiqués. Gillette a décidé de lancer des rasoirs qui étaient à multilames avec un petit moteur, etc., dans ces années-là. Mais aussi, peut-être plus intéressant comme lancement en temps de crise, c'était le lancement de ING, qui était, souvenez-vous, la première banque qui travaillait essentiellement à distance. Si je regarde aujourd'hui, on ne peut pas encore évidemment s'arrêter de manière définitive, mais enfin, on peut simplement observer que sur les quelques semaines du confinement et de l'explosion du Covid-19, plus 116% des jeux vidéo, on en a parlé, Netflix plus 44%, mais le e-commerce alimentaire, plus 40%. Et le e-commerce non alimentaire, ça c'est en bas à gauche, plus 20%. Donc on voit qu'en fait, on a affaire ici à déjà des tendances sur certains types de consommation assez importantes. Je ne veux pas interrompre Patrick, mais on me fait mention qu'on ne voit pas énormément les fonds d'écran. Est-ce que tu es capable de te mettre toi en partager ton écran? Non, je peux simplement disparaître. Est-ce que comme ça, les gens voient mieux? Est-ce que comme ça, vous voyez mieux? Si tu parles, non. Non, on voyait bien. De toute façon, vous aurez les slides à votre disposition après. Hein. OK. On en verra ça. C'est surtout flou, on me dit. Ah oui? Non. Alors, disons que... Non, France, non. Moi, je suis... Il faut que les micros soient coupés, M. Georges Bossé. Il faut que, si vous ne coupez pas, voilà, merci. Donc, si je continue un petit peu ce retour sur l'histoire, si on regarde, mais vraiment dans les temps tout à fait récents, je vous parlais de création et de lancement de nouveaux produits et de nouveaux services, ben, on a eu des exemples assez intéressants ces dernières semaines. Vous avez sans doute été exposé au cas de Decathlon, qui, par le hasard un petit peu des rencontres et des échanges sur Internet, a découvert que le masque de plongée pouvait être utilisé dans les respirateurs artificiels. On voit l'explosion de l'enseignement à distance et c'est clair qu'il y aura là une trace, je dirais, incontournable pour l'avenir de la formation.
On voit Apple qui lance un iPhone bon marché. On voit une marque au Québec qui s'appelle Pure Vodka qui change sa ligne de production pour venir produire des désinfectants. Et on voit par exemple les halles d'alimentation à Rungis en France développer en l'espace de quelques semaines la livraison à domicile. Donc on est, comme vous le voyez, sur quelques semaines, il y a des choses qui bougent et des choses qui peuvent être assez importantes en termes d'influence après. Quatrième et dernière leçon, je dirais, de ce qui s'est passé dans les crises précédentes, c'est que souvent, et même, je dirais, la grande majorité, et j'ai encore vu les chiffres récemment, on se dit, attendez, c'est la crise, on va arrêter de communiquer. Sauf que ce n'est pas nécessairement une bonne idée, et j'ai quelques exemples pour vous dans l'histoire. C'est par exemple, et ça remonte à la crise de 29, donc 29-30, bien, Kellogg's, la marque de céréales, a décidé, pendant le crash de 29-30-31, d'investir énormément en termes de communication. Le résultat des courses, ils sont devenus leaders du marché aux États-Unis. Ils ont dépassé Post, qui était là depuis à peu près 30 ans. Une marque de voiture, la Volvo, le modèle 164, a décidé de se lancer au moment de la crise des années 70 aussi. Charlie, parfum, qui est devenu un des parfums leaders dans le monde entier dans les années 80, avait décidé aussi de se lancer en pleine crise. Donc, il faut se méfier un petit peu de cette a priori de dire c'est la crise, les gens consomment moins, je communique moins. Non, non. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde communique moins, mais si vous décidez de communiquer plus, ben, ce qu'on appelle dans le bon français le share of voice, eh bien, il augmente de manière assez significative et peut parfois aider une marque qui était un petit peu, je dirais, dans l'ombre des autres à passer par-dessus. Et il y a une étude qui a été faite en 2009, et même si vous ne pouvez pas lire trop le tableau, vous verrez la ligne rouge très très haute sur la sixième partie du graphique. En fait, c'est quoi? C'est la force des marques qui ont gardé leurs investissements publicitaires pendant la crise. Donc ça, c'est celles qui étaient en rouge dès la partie tout à fait à gauche. Et celles qui ont gardé les investissements publicitaires pendant toute la crise, regardez où elles se retrouvent en termes de notoriété et de puissance 6 ans plus tard. Donc on est sur clairement, je dirais, une construction de notoriété qui peut même s'accélérer en temps de crise. On pourrait se poser la question aussi aujourd'hui, et là je ne peux pas, j'ai 2-3 exemples que je partage avec vous à l'image ici. Il y a des marques qui ont réagi de manière assez différente. D'ailleurs, je vais couper mon image, le temps que vous voyez au moins l'image de Burger King. C'est McDonald's décide tout de suite de faire une publicité où on montre la fameuse arche séparée pour promouvoir la notion de distanciation. C'est ce que j'appelle la petite pirouette créative. Est-ce que ça aide la marque à avoir amélioré son image? Je ne le sais pas. Mais par contre, Burger King va un petit peu plus loin, puisque eux, ils ont mis des banderoles près des restaurants. Ça peut vous coûter cher d'être ici sans raison, 135 € en montrant le Whopper. Donc, quelque part, une invitation, mais aussi, quelque part, un engagement un peu plus sociétal sur l'importance de respecter le confinement. Et puis, je vous montre une annonce, donc vous ne pourrez pas lire vraiment le petit texte de Coca-Cola qui est Ensemble. Et pour vous dire que c'est difficile pour les entreprises de communiquer, eux ont fait une grosse annonce qui est passée pratiquement partout dans le monde. Et l'idée de Coca-Cola, c'était de dire, écoutez, on suspend tous nos investissements publicitaires, et on parle ici de dizaines de millions, et on met cet argent-là à disposition d'associations qui vont aider les nécessiteux, etc., etc. Sauf que 3 jours après cette annonce-là que Coca-Cola avait faite, ben, les médias ont simplement signifié à Coca-Cola qu'en ayant enlevé tous les budgets publicitaires, ça supposait qu'on mettait au chômage je ne sais combien de journalistes, de techniciens, de la presse, des médias, etc. Donc, pour vous dire que c'est communiquer en temps de crise, c'est très délicat. C'est non seulement, ça peut être une opportunité stratégique, mais il faut encore savoir qu'est-ce qu'on va dire sur cette communication. Alors, Patrick, on est en plein dans les temps. Cette première partie qui voulait un peu justement une mise en perspective, c'était aussi une introduction vers le contexte aujourd'hui. On a vu qu'il y a eu des crises précédemment. On a vu aujourd'hui que les marques peuvent beaucoup profiter de les marques et les entreprises de ce moment de bouleversement-là, mais qu'elles peuvent aussi se planter un très, très, très gros clou dans le pied. Avant de passer à la deuxième partie où on va explorer justement davantage comment faire sa place comme entreprise et comme marque dans ces périodes bouleversées, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions ou des commentaires par rapport à ce survol des 90 dernières années?
Il y en a quelques-uns parmi vous qui en ont connu une ou l'autre de ces crises-là. J'ai personne qui envoie de questions. Tout est beau pour tout le monde, c'est clair, limpide? Je reçois personne. Quelqu'un peut me faire un coucou? C'est bon? C'est clair. Excellent. Excellent. Bien, écoutez, on va procéder donc à la deuxième partie. On va maintenant explorer davantage les bouleversements de la période actuelle à travers les 4 thèmes principaux. La crise actuelle, vous venez d'avoir un petit regard historique, mais pourquoi on peut dire que la crise actuelle frappe plus fort? C'est peut-être pas juste une impression. Ensuite, quelle attitude pour une entreprise ou une marque après le COVID-19? On l'a vu, il y a des choses qui vont changer. Personne n'a la vérité absolue, mais on va essayer de dégager ensemble des valeurs sûres, si on peut dire, pour la suite des choses. Ensuite, dans les changements de comportement, on parle, et il y a un point d'interrogation, l'essor d'une consommation conscientisée. Donc, on va explorer ce thème-là. Et pour conclure sur cette deuxième partie, comment est-ce qu'on est comme entreprise, on doit peut-être revoir son positionnement, sur quoi appuyer la réflexion qui va vous occuper, vous et vos équipes, dans les prochains jours, les prochaines semaines. À toi, Patrick. Merci Valérie. Alors, de fait, comme Valérie le disait à l'instant, la crise frappe plus fort. Et je vais vous montrer juste un schéma. Je sais que certains ne voient pas trop clair, mais vous voyez simplement les lignes. Et il n'y a pas besoin d'aller dans le détail. La ligne rouge, c'est la chute, le crash boursier suite au Covid-19. Et les autres lignes que vous avez, ce sont les crises de 29. Ça, c'est la ligne gris foncé. Qui va, quelque part, le crash va être beaucoup plus tardif par rapport au début de la problématique. Et puis, les petites lignes un petit peu bleues que vous avez dans la partie supérieure du graphique, ben, c'est les crises de 99, de 2007 et même le lundi noir de 87, si je ne m'abuse. C'est ça. Donc, vous voyez qu'en fait, la crise, le crash boursier, ceci est beaucoup plus fort. Et si on regarde, et ce chiffre est sorti hier, on pense que la croissance mondiale va reculer de 3% cette année. Et simplement pour vous mettre en perspective ce chiffre, c'est que la crise de 2009, on avait anticipé une croissance mondiale qui reculerait de 0,1. Donc pour vous dire que définitivement, cette crise-ci est beaucoup plus importante. L'autre point qui me fait penser, qui nous fait penser qu'on est dans quelque chose de plus grave, si je puis dire, c'est ce sondage qui est sorti la semaine dernière, qui est au niveau international. Je me suis permis de le traduire en français. Vous avez ici, dans un indice coloriel, la partie la plus foncée, la plus grenat, ce sont les gens les plus inquiets, et puis on va vers la partie les plus claires pour les moins inquiets. Manquer de nourriture, bon, ben ça, c'est vraiment dépendant de l'endroit où on se passe, ce n'est pas nécessairement le plus grand problème. Mais si vous regardez les 3 autres indices, perdre sa job, payer ses factures ou avoir sa famille contaminée, ce sont là des endroits d'inquiétude assez importants pour la population. Ce qui est intéressant aussi à travers cette crise-là, c'est qu'on est sur, et on le sait toujours hein, dans les crises, des pertes de repères, mais aussi un énorme besoin de retrouver des valeurs quelque part sur lesquelles on peut s'appuyer. Et regardez les émoticônes qui ont été les plus utilisés dans le monde depuis 2 mois à peu près. Si vous regardez ce que ça communique, ben, on est dans l'amour, l'amitié, le sourire, les éclats de rire aussi. On est aussi avec les mains en prière, on est quelque part dans les vœux, mais on est dans des émoticônes extrêmement positifs. Et je vous montrais cette saisie d'écran d'un échange Zoom dans une entreprise où ils ne se sont quand même pas beaucoup emmerdés, puisqu'ils se sont carrément cachés derrière des dessins et des graphismes assez amusants. Ce que je veux dire au départ de ce que j'ai pu lire sur ces sujets-là, c'est que d'évidence, il y a un gros besoin d'empathie et de proximité et de solidarité pour l'instant. Et ça, c'est une façon avec laquelle, je dirais, l'humanité a besoin de se réasseoir, quelque part de retrouver un petit peu du sens. Et ce point-là, nous, comme entreprise, nous, comme marque, il va falloir en tenir compte. L'autre point, c'est, et ça c'est un peu plus particulier à la France, je sais qu'on a plein d'amis aujourd'hui qui sont un petit peu des 4 coins de la planète, mais c'est intéressant quand même à voir que les pays ne réagissent pas tous de la même manière. Regardez le schéma de gauche, c'est selon vous, quelle est la probabilité que le gouvernement cache des informations sur l'épidémie?
En France, 50% des gens sont convaincus de ça, hein, c'est très probable. En Italie, pourtant, qui a été frappée de manière très sévère, et le Royaume-Uni aujourd'hui, qui l'est aussi, beaucoup moins. La Nouvelle-Zélande, qui est d'ailleurs dirigée par une femme, beaucoup moins encore. Donc on voit cet élément de défiance est un élément important. Et il y a eu un autre sondage qui est sorti pratiquement en même temps, où on posait la question, plus on peut tester, plus vite on peut en sortir. Donc c'était l'association entre la capacité d'un pays à pouvoir tester et quelque part sa capacité à sortir de la crise. La France, là j'ai mis la petite flèche rouge, est au même niveau que les États-Unis, même en dessous, en termes de croyance, de capacité du pays à pouvoir sortir, je dirais, du trou dans lequel on est. Donc on remarque ici, à travers ces quelques indices, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de méfiance, plus particulièrement en France, et puis en même temps, cet énorme besoin de se retrouver et de créer du lien, de créer de la solidarité, de nourrir de la proximité. Ça pose évidemment la question, quelle attitude après le Covid, et puis on est loin d'avoir terminé. Alors pour ce faire, si vous voulez, je vais revisiter un petit peu des choses qui étaient sorties, et je vais vous les projeter, ça va peut-être d'ailleurs vous amener à poser des questions un peu plus tard quand on va ouvrir la discussion. Le premier point était intéressant, c'est une étude qui avait été faite donc par Edelman en 2008-2009, et voilà ce que les consommateurs disaient, leur réaction à la sortie de cette crise. 87% disaient vouloir contribuer à une société meilleure et à un environnement plus sain. 55% étaient prêts à payer plus pour une marque plus engagée. 81% seraient plus réceptifs aux messages promettant des économies d'argent et de vrais investissements. À la lecture de cette étude-là de la crise 2008-2009, je dirais, on pouvait penser que la consommation allait basculer vers, je dirais, le bien-être et le bien-pensant, et surtout le bien-être commun. Ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Alors j'ai repris d'autres éléments qui étaient intéressants à l'époque. Dans cette étude étaient sorties aussi 3 notions importantes. Les gens avaient l'impression, prenaient conscience qu'on était dans de la surabondance. Ils avaient l'impression de posséder beaucoup trop de biens. Ils remettaient en cause aussi les comportements ostentatoires. C'était une vraie prise de conscience du superflu. Et au niveau des expériences, ils disaient qu'il était temps qu'ils cherchent un peu plus, enfin, ils étaient plus friands d'avoir des expériences que simplement des biens. Donc, si on lit ces choses-là, on pouvait se dire, tiens, la consommation va vraiment bousculer le marketing et la communication. Je ne suis pas sûr que c'est ça, parce que regardez l'étude qui est sortie et qui a été faite par la communauté européenne, qui a été diffusée au mois de décembre. On a demandé aux Européens, envisagez-vous d'acheter quels produits et quels services dans les 12 prochains mois? Bien, au mois de décembre 2019, en tête de tout, les voyages et les loisirs. Et le deuxième, les produits électroménagers, et le troisième, le smartphone. Donc, si vous regardez ça, et qu'on sait qu'aujourd'hui, la première industrie qui va vraiment déguster énormément, c'est celle du tourisme et de l'aviation. Vous voyez qu'en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, toute une tendance de la consommation peut se retrouver à être bousculée et être totalement démolie. Alors, on se disait, quelle attitude? C'est intéressant, il y a une étude qui a été faite, elle aussi, dans les dernières semaines auprès des entreprises. On demandait, la question qui a été posée, c'est quel changement vous anticipez pour les entreprises et surtout dans l'idée de recommuniquer. Alors, en haut du tableau, et je le dis pour ceux qui ne verraient pas très très bien, à 84%, les entreprises comprennent bien que l'organisation du travail va devoir changer. À 58%, elles imaginent bien que les ressources humaines vont devoir se questionner sur les façons de faire. Et alors, ce qui nous touche un peu plus à Maïotic, c'est le troisième et quatrième point. Le troisième, à 52%, il va falloir que le discours de la marque évolue ou change, ou en tout cas ne peut plus être le même. Et le quatrième, l'approche consommateur, à 52% aussi, on va devoir la repenser. Et dans les détails de cette étude, là j'étais un peu fouillé, un point qui est sorti et que je trouvais assez intéressant au niveau du discours de la marque, qu'est-ce qui était dit? À 48%, notre discours n'est pas adapté au contexte. Donc les entrepreneurs se rendent compte que non seulement il y aura une prise de parole, mais cette prise de parole va devoir évoluer grandement à cause du contexte. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dès le moment où on sait que la consommation est questionnée à tous les niveaux, aujourd'hui entre autres à cause du pouvoir d'achat, et on va revenir. Si on parle maintenant de l'approche consommateur, bien, dans la même étude, à 73%,
les entrepreneurs interviewés disaient il est important de garder le lien avec nos publics. Ils ne parlent pas de commerce ici, on parle de lien au sens humain du terme. Donc, si vous regardez ces éléments ici, je pense qu'ils sont intéressants, ils sont même inspirants, sans doute pour le comportement de demain. Ce qui m'amène et Valérie veut absolument que vous me voyiez, donc je vais revenir pour être sûr que tout ça n'est pas enregistré à l'avance. Ce qui amène à une question qui avait été posée en 2009. Les magazines de marketing, de communication évoquaient l'émergence à l'époque de la consommation conscientisée. Vous avez vu avec quelques chiffres précédemment qu'on n'est pas tout à fait là. Mais on n'est pas tout à fait là parce que, et ça je l'ai eu l'occasion de l'évoquer récemment dans d'autres points, c'est que la crise de 2008-2009, je dirais les consommateurs, les citoyens sur la planète, ils avaient un coupable très très bien défini, c'était des produits financiers pervers, des produits immobiliers américains particulièrement. Donc il y avait un coupable, mais un coupable qui a touché pas nécessairement toute la population de manière égale. Aujourd'hui, le Covid-19 nous touche tous, qu'on soit grand patron, qu'on soit petit employé, qu'on soit chômeur, qu'on soit artisan, qu'on soit artiste, nous sommes tous au même niveau. Et donc, quelque part, l'impact sur les évolutions de consommation peuvent être beaucoup plus importants. Et donc, cette question qui était posée à l'époque sur la consommation conscientisée, ben, quelque part, je l'ai un petit peu revisitée avec vous à la lumière d'un certain nombre d'informations plus récentes. Alors, je recoupe mon image, comme ça vous voyez. J'ai repris les types de comportements qui avaient été identifiés à la sortie de la crise. Et on en avait vu 3 en 2008-2009. Ce que j'appelle la consommation proustienne, vous savez, c'est cette consommation un petit peu épidermique. On l'a vu, un Kentucky Fried Chicken récemment a réouvert en drive et puis ça a fait des heures de queue pour aller chercher du poulet frit. On n'est pas nécessairement dans une relance de la consommation. On est juste dans un produit qui est juste gourmand et qu'on a envie de retrouver, c'est comme la pâte à tartiner, etc. etc. Je vous rappelle aussi, peut-être vous l'avez vu, mais les Allemands ont déconfiné plus tôt, ils ont réouvert les commerces, et là ça va faire 15 jours, et la fréquentation des commerces actuellement en Allemagne, c'est moins 40% du chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas parce qu'on a réouvert que les gens se sont précipités. Et là, on a, si vous voulez, sur un mix et le pouvoir d'achat qui est singulièrement menacé, mais aussi les pertes d'emploi et puis une inquiétude où on ne voit pas vraiment le bout actuellement à cause de l'énormité, je dirais, de ce virus. Deuxième type de consommation qu'on avait identifié, c'est les consommateurs qui disaient oh, la crise, c'est juste une parenthèse. Et là, ils étaient évalués à 46%, ces gens-là, à l'époque. Ceux-là se disaient on fait le gros dos et puis après ça, on va redémarrer comme avant. Et alors, la troisième catégorie, qui était beaucoup plus moindre, qui était 18%, c'était une catégorie de consommateurs qui estimaient fondamentalement qu'ils allaient devoir se replier au niveau de la consommation, donc aller vers une consommation, je veux dire, un petit peu plus frugale, en tout cas, beaucoup moins dans le superflu. Une étude vient de sortir la semaine dernière, alors là, c'est en anglais, enfin, il y a des mots en anglais, mais j'ai mis des petits mots en français pour vous l'aider. On catégorise pour l'instant 4 espèces de consommateurs qui sont occupés à émerger à travers ce Covid-19. Alors, j'adore le premier, c'est les nonchalants, c'est les sprezzatura. J'espère que je ne me trompe pas dans l'accent italien. C'est les nonchalants. C'est vraiment pas une majorité. Ça, ce sont les gens qui sont en termes de niveau de vie assez haut placés. Et en fait, ils continuent à consommer pour l'instant, surtout par Internet. Ils sont pas mal dans la superficialité. D'ailleurs, ils adorent se montrer sur Instagram en tenue de pyjama un petit peu cher, etc., etc. C'est une petite classe des consommateurs. Et ça rejoint un petit peu les fameux de la parenthèse de 2008-2009, sauf qu'ils sont beaucoup moindres. Les 2 autres catégories qui sont pour le moment identifiées, et ça, ils sont beaucoup plus importants, on les dit d'ailleurs majoritaires. D'un côté, ce qu'ils appellent les survivalist consumers, ce qu'on appelle les traumatisés du Covid-19, eux, là, ils viennent de prendre le coup de manière extrêmement violente et brutale. Là, c'est certain qu'ils sont occupés à tout resserrer, et pas tout resserrer le temps de la crise, mais tout resserrer dans la durée. La troisième catégorie, qui rejoint un petit peu la deuxième, les powerful non-buyers, là, ce sont carrément les déconsommateurs. Eux, ce n'est pas simplement des gens qui disent on va resserrer la consommation, on va moins consommer, on va revoir notre style de vie. Donc là, ils sont dans des choses beaucoup plus fondamentales.
Ça, ce sont des gens à la limite qu'ils avaient une voiture, ils vont se décider de ne plus avoir de voiture. Donc, ils vont pas simplement moins consommer, ils vont déconsommer. Et sachez, j'en avais parlé à certains d'entre vous, ce phénomène de déconsommation est très propre à la France, puisque ça fait la 4e année qu'on le vit. Pour ceux qui ne le connaissent pas trop, il se définit de la manière suivante. C'est je décide parce que je veux acheter mieux, je suis prêt à acheter plus cher, mais je vais acheter moins. Donc, ces trois éléments-là. Ben, ce phénomène-là a l'air de prendre maintenant sa place, pas simplement au niveau français, mais au niveau international. Et les derniers, ben, je les évoque parce qu'ils ont été évoqués dans l'étude. On les appelle les Westworldians. En fait, ça vient d'une série télévisée. Et ça, ce sont des gens qui sont complètement je dirais, dans le virtuel. Ce sont des gens qui sont dans le numérique. Ils sont intéressants par rapport à l'écologie parce qu'ils ne se déplacent pas. Ils achètent que sur Internet. Ils sont, je dirais, plus dans le divan et dans le fauteuil. Ils sont pas mal sur les jeux vidéo. Mais c'est un peu comme les sprezzatura. Ce sont 2 catégories de consommateurs qui sont relativement minoritaires. Pardon. Ça, c'est les types de consommateurs qu'on voit émerger. Et puis, j'ai mis à droite un tableau que je pense qu'il est important à avoir à l'esprit. Souvenez-vous, avant le Covid-19, toutes les études montraient, surtout dans les pays développés, que la notion de l'environnement devenait de plus en plus importante dans la tête des citoyens. Cette notion-là, on en parle, elle reste là. Il ne faut pas négliger qu'à la sortie du Covid-19, cette notion-là revienne en force et avec beaucoup plus de puissance. J'en prendrai pour preuve l'engagement, encore faut-il voir s'il sera respecté, mais l'engagement des 90 sociétés françaises, des grands groupes français qui étaient annoncés hier ou avant-hier dans Le Monde, qui disaient en substance qu'ils ne voyaient pas de relance sans une stratégie verte, sans même une intégration des notions de justice sociale. Voilà des points qu'on n'entendait pas évoqués par les grandes entreprises il y a encore, je dirais, 8 semaines. Donc ça, il faudra le mettre aussi, je dirais, dans le seau de la compréhension pour ce qu'en est les consommateurs. Ce qui nous a amené après à… Et là, je reviens un petit peu à l'image, parce que, parce que je vais encore vous cacher. On est occupé il y a beaucoup de gens qui font de la recherche pour essayer d'identifier les modes de comportement et les phases de comportement que nous connaisserons ou que nous connaîtrons à travers cette crise du Covid-19. La première, je pense qu'on l'a dépassée, c'était la notion de peur. La deuxième, on est, à mon sens, entre la deuxième et la troisième. C'est que dans la deuxième partie d'une réaction à une crise, c'est qu'on est dans un mode d'apprentissage. Je vérifie, je suis prêt à lâcher un peu prise parce que je ne maîtrise pas tout, mais je suis en mode d'ouverture. Après la première étape de l'angoisse où je me suis précipité sur le papier toilette. La troisième étape, et c'est celle-là sur laquelle on va un petit peu s'attarder cet après-midi parce qu'elle touche beaucoup les entreprises, c'est comment je peux grandir à travers cette crise. Et enfin, évidemment, quand j'ai identifié quelques pistes, comment je peux agir. Et alors là, on est dans des points un petit peu plus concrets. Si on regarde un petit peu le grandir en question, il y a trois points qui se sont beaucoup exprimés. C'est le premier, je cherche à m'adapter au changement. Ça, c'est une des réactions les plus importantes qu'on sent déjà beaucoup dans les entreprises. Le deuxième, et là, ça rejoint cette notion de proximité et de besoin d'exprimer sa solidarité et son empathie aussi dans le monde dans lequel on est. Je pense aux autres et à la manière dont je peux les aider ou je pourrais les aider. Et enfin, et ça, c'est ce que les salariés attendent, mais aussi quelque part les clients, moi, l'entreprise, je suis ancré dans le présent, mais je pense au futur. Donc, c'est penser au futur, voir cette notion, ces trois notions-là, je les résumerai en 3 points. L'entreprise, telle qu'elle devrait, à notre sens, se projeter demain, c'est bien intégrer cette notion de proximité. Et là, on est dans la notion d'empathie, la notion de solidarité, je dirais la notion aussi de geste utile. Deuxièmement, être capable de travailler une vision qui va intégrer tout ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire une société qui est occupée à remettre en cause beaucoup de modes de fonctionnement. Et troisièmement, l'agilité, parce qu'on est parti pour une crise avec des conséquences qui vont s'échelonner, à notre sens, sur pas mal de temps. Et donc, ce que nous allons décider dans les 6 semaines qui viennent, il faut être capable de se dire, je serai capable aussi de le remettre en cause dans 3 mois. Et je serai capable encore de le remettre en cause dans 9 mois. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est plus le propre des startups, mais qui, à mon avis, est un comportement qu'on va devoir intégrer. Et il y a des indices qui nous montrent déjà que ces 3 points sont en chantier. Le premier, c'est simplement voir
les applis qui cartonnent depuis le début du confinement. Et si vous ne pouvez pas bien les lire, mais je vous le rappelle, c'est WhatsApp, c'est Zoom, hein, on est sur Zoom cet après-midi, c'est TikTok, c'est House Party et c'est Skype. Mais si vous regardez, c'est quoi toutes ces plateformes-là? C'est des plateformes de solidarité, c'est des plateformes de partage, c'est des plateformes d'émotion et de proximité. Donc cette notion-là est extrêmement importante et il ne faut pas croire qu'elle va disparaître brusquement parce qu'il va y avoir des médicaments ou un vaccin. La deuxième tendance, c'est l'explosion du commerce à distance. C'est tout ce qui est le e-commerce. On l'a vu tout à l'heure avec le e-commerce alimentaire ou non alimentaire. C'est clair que les gens sont occupés à découvrir des modes de consommation et ils ne vont pas les oublier après-demain. Nous, on le voyait ici dans notre petit coin du Gers, que ce soit notre maraîchère ou un petit restaurateur, ils ont basculé en l'espace de 8 jours sur Internet et ils ont quelque part redéployé leur commerce. Et la troisième notion qui est importante, c'est cette notion de local. Vous le voyez avec le panier bleu au Québec, on le voit ici en France, en Belgique, ça sort aussi de manière très importante. On est sur trois notions extrêmement pérennes à notre sens qui vont influer sur les comportements de la consommation de demain. Donc voilà ce que je voulais un petit peu partager sur ce diagnostic de crise. Ce qui m'amène évidemment la réflexion, c'est pour nos entreprises de se positionner, de se repositionner. Et là, évidemment, j'ai envie de retourner un petit peu sur ce qu'on a vu. Et à Maïotique, on a identifié en fait 6 pistes. Et comprenons-nous ici, ce n'est pas dire il faut faire ça. Notre prétention n'est pas d'avoir la vérité sacrée cet après-midi, mais ce sont des pistes qu'on renifle parce que d'abord, elles étaient déjà là avant le Covid, mais à notre avis, elles vont, je dirais, de plus en plus s'imposer. On va les regarder ensemble les unes après les autres. La première, c'est l'humilité. Et ça, je veux dire, c'est l'humain qui parle ici. Je vais revenir à l'image, tant qu'à faire. Hein. Là, je peux me permettre. Voilà. L'humilité, parce que le fait que cette crise nous a pris un peu tous au dépourvu. Hein. Souvenez-vous, on était même dans le déni avant que le confinement soit prononcé. Les entreprises qui décident de communiquer ou en tout cas d'assumer une certaine présence ou une prise de parole, la notion d'humilité va devenir extrêmement importante parce que qui sommes-nous devant le drame qu'on vit? Et je vous montre un exemple d'une entreprise que je trouve assez sympa, je ne connaissais pas du tout, dans le domaine du chauffe-eau. Sa façon avec laquelle elle a communiqué, je dirais, dans les débuts du confinement, eh bien, elle a consacré toute sa première page de son site à de l'information pour ses clients. Et c'est qui les clients de ce fabricant de chauffe-eau? C'est des plombiers. Eh bien, toute l'information de l'accès à des subventions, à de l'aide de l'État ou de l'aide des différents paliers gouvernementaux, tout ça a été expliqué de manière extrêmement pratico-pratique. Donc, en fait, cette plateforme ne vendait plus des chauffe-eau, elle aidait les clients, en l'occurrence les plombiers condamnés à rester chez eux, à pouvoir trouver des sources de financement ou de report d'échéance, etc., etc. Belle façon d'être humble. Gardez en tête que cette notion-là va devoir évidemment ne pas s'arrêter à la sortie. Donc ça, c'est, à mon avis, en termes de tonalité, une première piste intéressante. La deuxième, c'est la notion d'efficacité. Alors là, vous allez me dire, l'efficacité, ben oui, n'importe quelle marque, n'importe quelle entreprise a intérêt à être efficace. C'est un petit peu plus que ça que je veux communiquer avec vous sur cette notion-là. Une marque efficace, c'est une marque qui aurait compris que son offre doit aussi répondre à des besoins essentiels. Donc, je ne fais pas simplement des produits, je dirais, dans la superficialité, mais il y a aussi une dimension, je dirais, de bien-être commun. Je vous montre ici un exemple de cette entreprise qui était capable de faire des couveuses avec un matériel extrêmement, je dirais, basique. On parle de morceaux de sacs de couchage, etc., etc. Mais quand vous savez ce que ça coûte une couveuse, ça coûte $10 000. Là, ce sont des trucs qui ne coûtent même pas $100. Mais voilà, pensez à créer des produits demain, des services demain, qui ont aussi une efficacité globale pour le bien-être de la planète ou le bien-être des gens au sens un peu plus macro du terme. Ça, c'est une notion d'efficacité renouvelée. La troisième peut paraître un peu plus légère, c'est cette notion de proximité. On l'a vu dans les sondages tout à l'heure, vous vous souvenez avec les émoticônes. Et j'aime cette notion-là parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut dire avec la notion de proximité? C'est que la marque proche, c'est une marque qui a compris que l'empathie
pouvait être une valeur relationnelle majeure. Je parle de l'empathie, je ne parle pas de l'émotion au sens, je dirais, superficiel du terme. Et une marque qui crée de la proximité, c'est une marque qui est au-delà des compétences et des offres. Elle crée une dynamique sincère et assumée au niveau des émotions. Et je vous montre l'exemple de ce que Budweiser est occupé à faire. Et il y a Carlsberg l'a repris et c'est une belle idée. C'est que, comme vous le savez, les bars et les restaurants sont condamnés à être fermés quand même quelques mois. Et bien là, ils vendent des coupons. Je crois que c'est 10 dollars ou 10 pounds en Angleterre, quelque chose comme ça. Mais c'est des coupons qui vous donnent le droit à des boissons dans votre bar préféré. Qu'est-ce que va faire Budweiser? Ils vont doubler la mise et ils vont tout de suite verser l'argent maintenant au bar. Ça va leur donner un peu de trésorerie. Évidemment, quand les bars vont être réouverts, le consommateur, la consommatrice va se présenter avec ses coupons et va aller boire ses 10 dollars ou ses 10 pounds. Une belle façon ici de créer de la proximité. Donc, la marque de bière ici, elle va au-delà d'être une marque de bière, elle est aussi en solidarité avec les gens qui sont dans ce métier-là. La quatrième piste qui me semble intéressante, et elle a été consacrée, si je puis dire, en 2019 en France par le vote d'un nouveau statut d'entreprise qui est l'entreprise à mission, c'est cette notion de responsabilité. Alors, la RSE est là déjà depuis de nombreuses années, mais ici, on va un petit peu plus loin. C'est qu'une marque responsable, ce serait une marque qui intègre l'importance de son rôle dans la société au sens large du terme. C'est-à-dire qu'elle travaille son offre en l'étoffant d'une dimension plus consciente du bien commun. Sous toutes ses formes, ça peut être de l'environnement, ça peut être de la justice sociale, ça peut être de la culture, etc., etc. Mais ce qui est intéressant avec ce mouvement-là, qui est d'ailleurs consacré à travers les entreprises certifiées B Corp, c'est que l'entreprise, au niveau de sa mission, a élargi quelque part son rôle. Pourquoi on a l'impression à Maïotique que cette dimension va connaître une explosion? C'est qu'une consommation qui se retrouve à être amputée d'un certain nombre de moyens, le pouvoir d'achat en l'occurrence, elle a tendance à se recentrer sur les choses qui sont vraies, les choses qui sont authentiques, les choses qui ont de la valeur. Cette notion-là risque d'être assez porteuse. La cinquième piste, c'est la notion de générosité. Et là, je vous montre l'exemple d'un de nos clients dont on est très heureux d'avoir la collaboration et de pouvoir travailler avec eux, c'est Seafoodia. Seafoodia est dans le monde de la pêche, le poisson, un petit peu partout sur la planète, du bien. Seafoodia a créé une fondation qui s'appelle Pur Océan, dont Seafoodia, l'ensemble, si vous voulez, de ses bénéfices sont reversés à une fondation qui fait de la recherche pour nettoyer les océans et pour avoir des océans plus propres. Mais quelque part, voilà un mécanisme entrepreneurial qui va assez loin. Est-ce que toutes les entreprises peuvent aller aussi loin que ça? Je ne sais pas. Ce que je veux simplement dire, c'est que ce positionnement-là, cette attitude entrepreneuriale risque d'être plus séduisante, plus attractive pour les consommateurs de demain qu'elle ne l'était encore hier avec toute la pression qu'on connaît. Et enfin, la dernière piste qui nous semble devoir être consacrée avec cette crise du Covid-19, c'est la piste de l'authenticité. Il est clair que, et regardez d'ailleurs l'histoire du sondage sur la défiance en France tout à l'heure, c'est juste un indice, mais c'est sûr qu'on a affaire à des consommateurs aujourd'hui qui sont toujours plus méfiants. Et ils ont quelque part raison de l'être. Les fake news, les manipulations, etc. sont toujours plus grandes et les réseaux sociaux portent une certaine responsabilité de cette attitude-là. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les consommateurs vont certainement être encore plus impitoyables avec les entreprises qui trichent, les entreprises qui n'assument pas. Donc, cette notion d'authenticité, ça peut être une notion extrêmement intéressante dans le cadre de ce repositionnement. Et comme donc on a vu ensemble les 6 points, humilité, efficacité, proximité, responsabilité, générosité et authenticité, tout ça évidemment a tendance à se recouper. Figurez-vous que pas plus tard qu'il y a 2 jours, je tombe sur cette étude, et là je m'efface pour que vous la voyez correctement. La question qui était posée, encore une fois, à des entreprises françaises, quel discours pensez-vous devoir adopter en sortie de crise? À 75%, il va falloir que nous intégrions l'engagement sociétal, sinon environnemental de l'entreprise. À 67%, on va devoir travailler l'utilité de la marque dans le quotidien du consommateur. Et je n'ai pas entouré les 3 autres, mais je les trouve intéressantes parce qu'elles rejoignent la notion de proximité dont je vous parlais tout à l'heure. On parle à 54%,
50% à 46% d'authenticité, d'émotion, de proximité, de remerciement, de solidarité. Toutes des notions qui sont extrêmement propres à l'humanité au sens avec un H majuscule. Donc vous voyez qu'on est ici dans des glissements de positionnement assez majeurs. Je mettrai quand même un bémol à tout ça, c'est que nous sommes encore en pleine crise. Mais même si vous prenez tous ces chiffres et que vous en enlevez la moitié de demain, ça peut faire beaucoup de parts de marché, si je voulais être un petit peu cynique dans l'histoire. Alors, pour conclure, avant de passer la parole à Valérie et pour animer le débat, je voulais partager cette phrase que je trouve assez judicieuse de Mark Twain. On ne se débarrasse pas d'une habitude en la jetant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l'escalier marche après marche. Et donc, je pense que les tendances que nous voyons aujourd'hui se dessiner, ce n'est pas nécessairement pour annoncer une bascule, mais c'est pour dire simplement qu'à un moment donné, les choses s'accumulent et que la bascule peut arriver un peu plus tard. Valérie? Alors oui, c'est intéressant de suivre aussi ce qui se passe du côté du chat. En fait, j'ai souligné quelques petites questions pour lesquelles on va remonter un petit peu plus au début de la deuxième section, mais aussi un commentaire. Peut-être on va vouloir démarrer par le commentaire qui est venu à quelques reprises, notamment de Catherine Pisani et Karine Lorimier, si j'ai bien compris votre propos. C'est le fait que, de façon générale, le discours, parce qu'on parle de discours de marque, semble maintenant ne plus être suffisant. Donc, on se dit qu'au-delà de… en fait, est-ce que le discours des marques, ça reste encore du blabla? Et est-ce que les consommateurs et les clients, hein, même en B2B, est-ce qu'ils vont se contenter d'avoir des entreprises qui vont continuer à parler? Ben, c'est un très bon point d'ailleurs. J'ai vu que dans ceux qui nous suivent cet après-midi, il y en a certains qui ont déjà travaillé avec Maïotique sur le storytelling. Storytelling, donc raconter une histoire. De fait, ce que la crise à mon sens, est occupée à faire émerger, c'est du story doing. C'est-à-dire que raconte des histoires, mais sois capable surtout de prouver que ce n'est pas que des histoires, mais que tu places des actes derrière cette histoire-là. Donc en fait, on ajoute une couche de pression à l'entreprise parce que de fait, son discours ne suffira pas. Et derrière chaque élément de son discours, elle va devoir être de plus en plus amène à devoir prouver, expliquer, illustrer son propos. Si je reprends la parole, alors j'ai Karine Lorimier qui me répond exactement. Et Catherine Gris qui nous dit c'est excellent du storytelling au story doing. Catherine, merci, merci, merci. C'est un point qui nous tient beaucoup à cœur chez Maïotique et on a la chance d'avoir des entreprises, de travailler avec des entreprises qui prennent à bras le corps leur story doing. C'est assez intéressant. J'aimerais revenir aussi sur une question de Nathalie Bardouille qui remonte un petit peu plus en amont quand tu as parlé un petit peu des études sur les changements dans les types d'achats. Est-ce qu'on a des études sur le changement des comportements d'achat des services par les entreprises? Ben, la question est très, très judicieuse, c'est que les services ont été mis pas mal entre parenthèses. Et ce qui est intéressant dans la question de Nathalie, c'est que des entreprises qui étaient dans le produit se mettent à faire du service. C'est qu'elles se rendent compte qu'en fait, cette notion-là, qui n'était pas nécessairement une grosse contrainte, ben, elles vont devoir l'ajouter. Alors, ce qui est dans le propos de cet après-midi, c'est sûr qu'on a beaucoup parlé de produits parce que c'est l'information qu'on a à un moment donné sous la main, mais ce que je veux simplement préciser à Nathalie, c'est que les comportements, et je reviens sur les 6 pistes qu'on a partagées avec vous à la fin. Je vais chercher la slide pour qu'on l'ait devant nous. Voilà. Ces 6 pistes-là, elles touchent aussi bien le monde du service que le monde des produits. Ce n'est pas quelque chose qui est propre aux produits. Ce sont des gestes d'entreprise qui doivent être intégrés, y compris dans le service. Et c'est cette notion-là. Et je vais te prendre un exemple pour être précis. Vous savez qu'on ne supporte pas, je pense que vous êtes avec nous là-dessus, on ne supporte pas quand on téléphone à une entreprise de faire dire si vous voulez avoir le service X, faites le 1, si vous voulez avoir le service Y, faites le 2, etc. etc. Mais cette notion-là d'engagement, de proximité au sens humain du terme,
Ça va beaucoup affecter, à mon avis, les entreprises de services qui croyaient que l'automatisation pouvait les dégager du relationnel humain. Là, il faudra réfléchir. Et j'ai déjà vu des premières interventions de Orange qui comprennent qu'ils vont devoir en effet revoir leur système de service à la clientèle, rien qu'à cause de ça. Donc, ça peut toucher parfois des petites choses, ça peut en toucher aussi des choses maxi. Alors, on me dit, oui, mais regarde, l'intelligence artificielle n'arrête pas de se développer. Oui, mais l'intelligence artificielle, ce sera pour des choses où la notion d'humanité ou la notion de relationnel est moins importante, mais pas forcément pour le relationnel. Et ça, les entreprises, à mon avis, ont peut-être parfois plongé un peu vite sur toutes ces notions de, je dirais, de services différés à l'intelligence artificielle. Alors, si je peux me permettre aussi, moi, cette question-là de Nathalie Bardot, il m'a fait aussi réfléchir sur la part que va prendre la formation et les différentes sortes de formations à la sortie de cette crise-ci. On sait qu'il y a des programmes gouvernementaux présentement qui vont financer la formation auprès des salariés qui sont mis en chômage partiel. Mais je veux revenir à la diapo dont Patrick parlait au niveau des 4 phases. La phase de grandir, je la cherche devant moi. Quand on parlait au niveau de moi et le COVID-19, au début, il y a la peur, ensuite la volonté d'apprendre, la volonté de grandir. Bien, la formation qui s'est immensément développée en ligne pendant cette crise-là va, à mon avis, aussi avoir une part dans la capacité de grandir et de passer à l'action des entreprises. T'en penses quoi? C'est sûr, j'avais mis dans une slide cette image-là. Dans les 3 grosses tendances qu'on voyait, on parlait entre autres du commerce local, mais on parlait aussi de la formation à distance avec tout ce qui est, en France, on l'a vu au niveau de l'éducation nationale, mais c'est clair que le télétravail et derrière la formation à distance vont connaître une explosion majeure parce qu'en fait, les gens se rendent compte qu'en fait, se déplacer et tout ça, c'est pas nécessaire toujours pour une entreprise, c'est surtout que ça représente des coûts, ça représente du stress, ça représente plein de dimensions que le confinement est occupé à révéler de manière extrêmement importante. Donc, en effet, notre capacité au niveau de la formation à transférer certains types de modules, certains types d'accompagnement à distance, c'est de l'économie d'argent, c'est de l'économie écologique et c'est de l'économie de stress. 3 choses que le confinement est occupé à nous faire découvrir. Donc, je pense, de fait, des choses très intéressantes. Alors, ça s'active dans le chat. J'ai commentaire de Georges Bossé. S'il y en a qui trouvent qu'il y a une drôle de coïncidence entre Valérie Bossé et Georges Bossé, c'est de fait mon papa, qui est aussi entrepreneur. Donc, son commentaire, je crois que le consommateur pourrait remettre en question de façon différente sa consommation des biens de tous les jours versus les biens de luxe. Dans le schéma que j'avais, et je vais aller le rechercher parce qu'elle était intéressante. Vous vous souvenez quand j'avais essayé de partager avec vous cette classification, les sprezzatura et les Westworldiennes, eh bien, pour rejoindre la question de Georges, les sprezzatura, c'est ceux-là. C'est ceux qui sont dans le luxe, ou dans le luxe en tout cas, je dirais dans le grand confort. Ceux-là vont rester. Mais par contre, tous ceux, je dirais toute la classe moyenne qui pouvait s'offrir du luxe, de temps en temps en tout cas, qui pouvait se permettre un petit écart de consommation, ben eux, à la limite, ils ne vont pas être là. Les sprezzatura, on les a vus à Shanghai et à Beijing à la sortie du confinement en Chine. C'est je dirais, la classe la plus aisée en Chine. Eux, ils attendaient qu'une seule chose, c'est retourner chez Chanel. Mais je veux dire, c'est pas pour ça qu'on va avoir le même phénomène de consommation élargie. Et n'oublions pas que le luxe, une partie de son chiffre d'affaires ne vient pas que, je dirais, des classes aisées, mais vient aussi de la classe moyenne qui, de temps en temps, veut s'offrir un petit plaisir. Et celle-là, à mon avis, ne sera pas forcément au rendez-vous. Eh bien, je vais te faire part de deux sujets qui sont en train de se développer. Il y en a un, en fait, qui regroupe Karine Lorimier qui disait « Quid de la facilité d'oubli des populations? Ne va-t-on pas simplement repartir de plus belle à la sortie de crise? Est-ce que ces modifications de conscience sont durables? » Catherine Gris disait, à juste titre, sur effectivement beaucoup de facteurs. Oui, on a vu après 2009, ça a été business as usual. Il y a Aloha Saïri qui dit oui, mais c'est aussi, en plus, tout ça, cette consommation-là est basée sur une économie de
pollution? Est-ce que les impératifs économiques, Catherine Gay qui revient, est-ce que les impératifs économiques remettent à plus tard la transition écologique? Ça, c'est tout le premier sujet. Et le deuxième sujet, qui est notre super partenaire Elke Steinwender de Maïeutique Canada, qui nous dit, oui, mais est-ce que c'est juste du B2C qui est comme ça ou B2B aussi? Voilà. Alors, ça fait quand même beaucoup de questions en même temps. Oui. Le premier point, il ne faut pas négliger que la crise de 2008-2009 a été une crise particulièrement courte et, comme je vous l'ai dit, relativement pointue au niveau de ses victimes et au niveau, je dirais, de ses incidences. L'autre point, peut-être plus important pour revenir sur ce que Karine Rumier disait tout à l'heure, c'est le as usual, il dépend de la longueur de la crise. Et on s'entend aujourd'hui, même si Oxford annonce qu'ils ont peut-être une piste avec les singes rhésus sur un vaccin, il n'en reste pas moins qu'on est parti sur une crise qui, en termes d'impact, va durer au moins 1 an et demi, sinon 2 ans. Je parle de la crise elle-même. Quant à la résonance de la crise à cause de l'endettement qui va se suivre, donc la pression sur le pouvoir d'achat, la pression économique et financière va être énorme sur entre 5 et 10 ans. On n'est pas sur une petite crise. Et donc, les comportements, en général, ne changent pas quand les crises sont assez courtes. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec vous cet après-midi sur les constats des crises précédentes qui avaient été plus courtes. Celle de la crise 29 est particulière parce que c'est une crise elle a une résonance planétaire, mais pour avoir une résonance planétaire, ça a pris 3 ans. La nôtre, ça a pris 3 semaines. C'est quand même assez différent. Donc, les impacts sont différents et la longueur de crise va être différente. Et l'autre point, et c'est pour ça que j'avais terminé avec Mark Twain, c'est qu'il ne faut jamais voir la crise comme la crise en elle-même déclenche un changement de comportement. La crise vient accélérer des phénomènes de comportement. Et moyennant sa longueur, ces changements peuvent être plus ou moins pérennes. Je ne suis pas occupé à dire, et ça, personne chez Maïeutique va le prétendre, qu'on est sur des changements majoritaires. Mais je dirais entre 15% de la population qui fait ses choix, je dirais un peu plus frugaux, etc., et demain 40%, ben là, on change le monde. Et c'est ça peut-être qui est occupé à se passer. Et concernant… Alors, le B2B, B2C, je regrette de dire à elle que quand on est atteint au niveau de son pouvoir d'achat, quand on est atteint au niveau de son travail, avec les risques du chômage, etc., quand on risque d'avoir sa famille affectée en termes économiques ou de santé, je veux dire, on n'est plus du côté B2B ou B2C. Je veux dire, les comportements, que ce soit la frugalité, que ce soit faire attention à ceci et à cela, ce sont des comportements qui sont, je dirais, supra-niveau de type d'entreprise, à mon sens. J'ai aussi une question précise sur un point précis qui est de Charlotte Paez. Bonjour Charlotte. Alors Charlotte nous demandait par rapport à l'étude que tu avais faite sur, attendez que je retrouve, en ce qui concerne la slide sur le discours de sortie de crise. Est-ce que c'est une étude mondiale ou est-ce que c'est France ou Québec? Non, pour répondre à Charlotte, c'est une étude France pour l'instant. OK. Il nous reste exactement 2 petites minutes. On a Benoît Béchard et Georges Bossé qui nous parlent un petit peu plus de l'économie au sens macro, en disant que cette fois-ci, le chômage sera beaucoup plus exacerbé que ça avait été la dernière fois. Ça n'a pas été une crise de chômage la dernière fois. Et de fait, aujourd'hui, la majorité des gouvernements s'endettent de façon non étudiée pour maintenir une partie de l'économie et restreindre la misère. Ce n'était pas le cas en 2008. Est-ce que peut-être tu peux parler de l'impact sur l'environnement, sur les politiques environnementales? Ben, il y a plusieurs éléments de réponse et puis encore une fois, on ne prétend pas avoir la vérité sacralisée cet après-midi. J'ai envie de faire quand même un retour historique. Pour ceux qui ont étudié un petit peu l'histoire de la crise de 29, Roosevelt, quand il est arrivé au pouvoir en 1932, a décidé, mais alors d'endetter le pays de manière majeure, mais surtout, il a décidé quelque chose qui pourrait peut-être inspirer nos gouvernements. Il a taxé les grandes fortunes américaines à 90%. Oui, vous entendez bien, à 90%. Et il a démarré des chantiers, entre 1932 et 1939, des chantiers majeurs d'amélioration des infrastructures routières, sanitaires et autres aux États-Unis, mais des investissements majeurs. Il a quelque part endetté le pays de manière énorme. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a investi de manière énorme dans la culture. Parce que, et ça c'était peut-être l'influence de sa femme, Eleanor Roosevelt, disait, si le peuple ne peut pas avoir de la culture pour quelque part croire en lui-même, ben, il ne pourra pas croire dans le reste. Et donc, il a fait un investissement majeur et dans la culture et dans les infrastructures.
et la taxer des grandes fortunes à 90%. Ça peut être des pistes inspirantes. Maintenant, pour revenir sur l'autre point, c'est qu'on parle beaucoup de l'environnement, mais on oublie, et puis peut-être que la crise va aider cette prise de conscience-là, c'est qu'il y a une capacité d'inventer un autre type de croissance, qui est ce qu'on appelle la croissance verte, où il y a de l'argent aussi, où il y a du bénéfice, où il y a de l'intérêt pour l'ensemble de la population et pour créer de l'emploi, et surtout exploiter les technologies qui sont déjà à notre disposition. Donc, tout n'est pas nécessairement noir dans cette situation, mais ça suppose en effet des prises de position assez radicales et assez nouvelles. Alors, je me permets de reprendre la parole pour conclure, en fait, puisque un bon webinaire se doit de démarrer à l'heure et terminer à l'heure. Comme mot de la fin, je ne sais pas si vous voyez bien la diapo qui aurait été mon fond d'écran à moi. Vous avez deux chemins à prendre. Le premier, où il y a énormément de gens qui s'enlignent, c'est la direction simple mais faux. Et le deuxième, qui est un chemin, disons, moins fréquenté, il est indiqué, c'est le chemin dur mais juste. Alors, j'ai l'impression qu'une partie des commentaires de cette fin de webinaire porte un peu là-dessus. Comment ajuster non seulement le discours de l'entreprise dans cette crise-là, mais aussi peut-être son story doing. Donc, c'est des questions qui sont profondes et pour lesquelles il faut se méfier des réponses uniques et des méthodes toutes faites. Avec notre webinaire, Patrick l'a déjà mentionné, on ne prétend pas avoir la formule magique sur comment communiquer en ces temps incertains, mais l'objectif, c'était de permettre d'éclairer une réflexion que chacun d'entre vous peut avoir sur l'attitude, hein, pas juste le discours, l'attitude, des gestes, la posture de la marque en tant qu'entreprise, en tant que marque dans cette crise. Il y a encore quelques petites questions qui ne sont pas répondues. S'il y en a qui veulent rester, nous, on peut répondre là aux quelques questions. Je pense notamment à Eloa dans ta question par rapport à ça. Si tu as quelques minutes, on peut en discuter un peu après. Alors, on peut nous simplement remercier de tout cœur tous les participants. Patrick, tu veux dire un petit mot peut-être? Non, c'est très, très bien. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'était une première pour nous, le webinaire de Maïeutique. On le voulait, je dirais, d'ouverture, de pistes, de réflexion. Et comme la crise se promet d'être longue, ben, je pense que Maïeutique peut vous promettre de vous revenir avec sans doute d'autres pistes, d'autres réflexions, parce que rien de ce qui a été dit cet après-midi n'est définitif, loin de là, mais simplement avoir l'œil aux aguets et le cœur ouvert, parce que je pense que ça fait partie aussi de notre démarche. On a quelques partenaires présents. Merci Yann d'avoir pu te libérer. Je nous demande est-ce que ça sera disponible dans On va la mettre sur YouTube. OK, on la mettra sur YouTube.